à toutes et à tous, bonjour, enfin bonsoir plus exactement. L'entretien durera à peu près 1 heure, donc voilà, on finira aux alentours de 19 h. Donc il s'agit du 3e entretien de la série qui a commencé donc en septembre. Donc 3e entretien avec Mimosa Echar. Je vais commencer par une petite présentation biographique, mais d'abord je voulais te remercier d'avoir accepté cette invitation et puis je voulais vous remercier d'être avec nous ce soir. Alors Mimosa, donc tu as grandi donc au sein d'une communauté que tu as qualifiée de presque hippie. Alors, on pourra revenir sur ce terme, presque hippie, dans les Cévennes, au milieu d'une nature sauvage. Tu as 5 sœurs, enfin sauvage. Ah, presque communauté. Tu as 5 sœurs, donc à l'adolescence, tu quittes ton village pour t'installer à Marseille. Tu fais un bac art appliqué. Tu suis une formation en communication visuelle, et puis là, tu te mets à travailler plutôt dans le champ du fanzine, notamment au sein du Dernier Cri, qui est une structure éditoriale indépendante assez connue à Marseille, associative aussi. C'est en 2006 que tu t'installes à Paris. Et tu entres à l'École nationale supérieure des arts décoratifs, donc voilà, les arts déco, où tu t'inscris en édition et où tu te lances aussi dans la céramique, qui à ce moment-là n'est pas vraiment un médium aussi, comment dirais-je, ouais, c'est pas le médium star que c'est aujourd'hui, on va dire. Tu y rencontres aussi Jean-Luc Blanc, qui va devenir ton ami, avec qui tu vas ensuite régulièrement collaborer, et notamment cofonder un fanzine. On va y revenir tout à l'heure. Voilà, en tout cas, tu sors de l'école en 2010, et c'est vrai que depuis, dès ta sortie de l'école, tu commences à beaucoup montrer ton travail. On t'a vu à Montrouge, au Palais de Tokyo, à la Fayette Anticipation, donc assez vite, ça va assez vite. Tu vas faire une résidence en 2016 à la Villa Kujoyama. Et depuis 2016, on a vu ton travail dans beaucoup d'institutions nationales et internationales. Alors voilà, je peux un peu faire la liste rapidement, mais il y a le Crédac, le Dortmunder Kunstverein, la collection Lambert à Avignon l'année dernière, le Palais de Tokyo à plusieurs reprises. Juste, je te coupe, c'était en 2019, la Villa Kujoyama. Ah, 2019, très bien. Je fais déjà 2 erreurs. Oui, beaucoup plus récent. Oui, c'est vrai, parce que j'ai vu que tu disais il n'y a pas longtemps, quand je suis rentrée du Japon, je me disais, elle est restée 3 ans. Donc voilà, 2019. Et voilà, et l'année en cours est en fait bien remplie, puisque tu viens d'ouvrir une exposition au Palais de Tokyo qui s'intitule Sporal, on en reparlera, et que tu es finaliste du prix Marcel Duchamp, voilà, qui aura lieu en octobre. Alors, on va commencer dans le vif du sujet avec ton travail. Donc, j'ai pas vraiment encore décrit ta manière de travailler, mais on va en parler. Mais c'est vrai que ton travail se situe entre différents médiums: l'installation, la peinture, la sculpture, mais aussi la photographie, l'édition, la vidéo, et même, comme je le disais tout à l'heure, la céramique. Et c'est vrai que tu as un travail qui prend vraiment naissance dans l'atelier. J'ai vraiment le sentiment, en discutant avec toi, en regardant ton travail, que le moment de la production, c'est vraiment un moment où les idées arrivent, les idées émergent, et que tu fais surgir un peu les idées à travers les matériaux. Donc j'avais envie de commencer par là, par cette question de l'atelier, et aussi par ce lieu très spécifique qu'est l'atelier. Alors, je vais, évidemment, commencer. Donc pendant assez longtemps, tu as été installée à l'île Saint-Denis, dans un atelier que j'ai eu l'occasion de visiter, où tu étais en collaboration avec d'autres artistes, notamment Jean-Luc Blanc d'ailleurs. Mais tu as déménagé il y a, alors je vais peut-être me tromper de date encore, 3 ans, 4 ans, à Nogent. Ah, on tape un, il marche plutôt. Non, oui, si, il marche. Ok. Donc c'est plus ton logement, mais c'est toujours ton atelier. Et voilà, de ce que j'en imagine, c'est un lieu à l'image de ton travail qui associe justement différents univers opposés. D'où ce titre que j'ai choisi, la Trees and Traffic, des arbres et de la circulation routière, qui est une petite expression d'un artiste américain qui s'appelle David Robbins, que j'aime bien. Voilà, donc ce cadre à la fois naturel, marqué par la présence humaine, donc tu vas nous en parler, mais voilà, très bêtement, pour commencer, je voulais peut-être simplement que tu nous décrives en fait le contexte spatial dans lequel tu travailles en fait. Et voilà, donc ton atelier et ses entourages. Bonsoir, et merci de m'avoir invité à cette discussion. Les vues là sur les images sont pas vraiment des vues d'atelier, mais je peux quand même en parler. La première image, c'est vrai que c'était un atelier dans lequel je travaillais et qui était juste à côté du mien, et sous les mains de ma mère en fait, qui m'a aidé à faire des pièces qui ensuite étaient montrées dans la galerie Martina Simetti,
qui s'appelait Un bout de toi, Salomon. Et en fait, ma mère est devenue un peu mon assistante parce que c'était pendant le confinement et elle rentrait d'Inde un peu en urgence. Et ça a donné ces drôles de pièces. Et les vues d'à côté, et ensuite je parlerai de mon atelier, mais voilà, les vues d'à côté, c'était une expo en 2016 à la Galerie Continua, qui était curatée par Nicolas Bourriaud, et j'avais décidé pour cette exposition de laisser un peu, on va dire, le processus dans l'espace d'exposition, puisqu'effectivement, la plupart du temps, je travaille au sol. Et donc, je m'entoure en fait de différents types d'éléments. Et pour parler spécifiquement de l'atelier où je suis depuis donc maintenant quelques années, c'est un atelier qui est à Nogent-sur-Marne et qui est dans un parc qui date du XVIIe et qui a la particularité en fait d'avoir été un endroit clos depuis le XVIIe. C'est devenu une fondation d'artistes, ça s'appelle la Fondation des artistes d'ailleurs. Il y a une maison de retraite pour artistes, donc ça c'est assez particulier, un centre d'art et des ateliers d'artistes qui datent des années 70. Et j'ai la chance du coup aussi d'avoir un jardin. Et c'est vrai, il y a une cheminée aussi, donc voilà, il y a un aller-retour effectivement entre l'espace du jardin, l'extérieur, le parc avec du coup ces espèces assez spéciales, puisqu'il a été très protégé. Et puis je me suis mise aussi à faire de la permaculture, à être assez obsessionnelle en fait avec ce qui se passe dehors et ce qui se passe dedans, et effectivement les allers-retours. Donc ça peut être des fois c'est des matériaux, ou, par exemple le jardin, je vais extraire en fait des plantes, ça va devenir une couleur par exemple à base de teinture, mais c'est aussi des fois des histoires on va dire un peu plus mentales, par exemple pour faire le lien un peu entre le travail et l'atelier. En fait, il y a énormément de limaces, par exemple, dans ce parc. Et ça, c'est vraiment lié parce que cet endroit était très protégé. Et puis, la permaculture attire aussi énormément les limaces. Donc, je me suis mise à nourrir les limaces dans des assiettes au sol avec des fruits pour les éloigner un peu du jardin que je voulais protéger. Et moi, je suis rentrée comme ça un peu dans une relation assez intense avec les limaces. Et, et j'ai appris aussi qu'elle... je crois que mon micro marche. J'ai appris qu'elle en fait, qu'elle lubrifiait le sol et qu'elle digérait le sol. Et je trouvais que c'était une image comme ça assez belle, surtout qu'elles ont un peu les limaces, quand elles se reproduisent, elles font des sortes de traces irisées qui sont très belles. Et puis elles ont une sexualité aussi assez folle puisqu'elles sont hermaphrodites et elles ont des sortes de membres comme ça qui leur poussent, et elles font des sortes de danses très belles. Et à ce moment-là, je faisais des perles d'une manière aussi très obsessionnelle pour une expo qui avait lieu en Australie. Et donc, je faisais des sculptures en perles. Et je regardais un TV show qui s'appelle Real Housewives of Beverly Hills. Et certaines femmes avaient des tenues très... c'était très flashy, quoi, et assez indigeste, à vrai dire. Et certaines avaient des motifs léopards, un peu comme les limaces. Donc j'ai fait un peu ce rapprochement, et ça a commencé à être en fait le début d'un scénario pour une expo. Et cette matière comme ça, un peu de l'idée de digérer en fait, de digestion en fait, de qu'est-ce qu'on digère, digérer le monde, digérer des TV shows comme celui-là par exemple. En fait, j'ai commencé à repenser à un processus qui était lui-même un peu comme de la bave irisée dans lequel je noyais des images et qui prenait les pigments. Et du coup, j'ai repris ce processus qui était un processus pour le coup qui était plus ancien. Et j'ai imprimé en fait des gros plans des robes de ces femmes de Beverly Hills, et c'est devenu une exposition qui s'appelle maintenant Sluggemy. Voilà. Et c'est drôle aussi parce qu'une étudiante qui est là ce soir, me disait aussi qu'elle avait une relation très spéciale avec un des personnages qui a la maladie de Lyme, et qui se soigne avec des piqûres d'abeilles. Et voilà, bon, j'aime bien, juste pour dire que cette discussion continue dans des relations comme ça, assez spécifiques et mentales.
Donc, tu as puisé dans les limaces du parc une idée de processus de création, quoi. Et alors, puisqu'on parle de choses vivantes, je me demandais s'il y avait, quelle était la place des éléments vivants dans cet atelier. Je sais que voilà, tu as développé à un moment donné, alors je sais pas si c'était dans ton atelier, mais le Kombucha Center avec Michel Blasi, donc voilà, qui est quand même une structure vivante qui grandit. Il y a bien sûr des plantes, mais il y a aussi plus récemment ce fameux blob, les Mixomycètes, qui sont aussi dans ton atelier. Donc, quelle place tu fais à ces éléments vivants dans l'atelier? Tu les laisses t'envahir? Ils ont leur propre place? Ils sont au milieu des autres? Enfin voilà, comment ça s'organise en fait cette communauté de choses vivantes et non vivantes? Oui, c'est vrai que c'est un peu une sorte de cohabitation. C'est-à-dire que, ouais, effectivement, le Kombucha Project Center, c'est Michel Blasi qui me l'a confié. C'est pas si facile parce qu'effectivement, il faut s'en occuper. C'est une membrane comme ça, effectivement, vivante, dans laquelle on invite des artistes à intervenir. Et puis des fois, la membrane tombe malade, il faut, voilà. Des fois, c'est assez épuisant. Mais sinon, ouais, c'est une sorte de cohabitation. Et ça, c'est vrai que quand j'ai déménagé dans mon atelier, j'y ai vécu 3 ans. Et c'était une sorte de moment assez joyeux où finalement toutes les choses cohabitaient ensemble. C'est-à-dire que mes affaires personnelles, les cosmétiques, les algues, il y avait un peu une sorte de relation comme ça entre les choses domestiques et puis d'autres éléments. Ça m'a beaucoup plu. Mm. Alors là, on voit une image de certaines pièces, enfin de détails de certaines pièces qui sont en ce moment montrées au Palais de Tokyo. Et ces caisses, justement, je voulais que tu m'en parles, enfin que tu nous en parles, parce que ce sont aussi des outils que tu utilises en fait à l'atelier et qui tout d'un coup, là aussi, sont comme convertis en sculpture, enfin intégrés dans des sculptures. Est-ce que, alors celle-ci, et puis dans le même type de processus, il y a aussi cette pièce qui s'appelle Sisters, dont tu m'avais expliqué qu'il s'agissait d'un geste d'atelier, c'est-à-dire une pièce qui t'était un peu inspirée par ton environnement de travail et que que tu produisais de manière assez spontanée en répondant à cet environnement avec des éléments qui en sont issus. Euh, Est-ce que... Oui, peut-être je reparle des bacs juste avant. Alors je les remets, hop. Effectivement, ça c'est des pièces qui se sont faites pendant que je faisais d'autres pièces, c'est-à-dire dans l'atelier il y a un moment qui est très liquide. J'utilise beaucoup de liquide, de l'eau mélangée avec des produits acryliques en général, et puis des teintures végétales et des pigments, etc. Et j'utilise en fait ces bacs à la fois pour ranger les matériaux que je collecte, mais aussi des fois pour simplement recueillir les jus. Et j'aimais bien que, effectivement, une fois que le liquide a séché, ça devienne presque des sortes de peintures ou de mondes ou de cellules. Il y a un peu aussi cette idée, j'aime bien quand je range en fait les différents éléments dans ces boîtes comme ça en plastique. Il y a toujours un peu le rêve, le fantasme qu'il y ait une sorte de reproduction entre les éléments. C'est-à-dire qu'ils se reproduisent entre eux, quoi, même s'ils font partie de mondes complètement différents, parce qu'il y a effectivement à la fois des... là, dans ce cas précis, il y a des algues, il y a aussi des images, il y a une boule en plastique. Et du coup, pour cette expo au Palais Tokyo, je me suis dit que ça pouvait devenir des pièces, quoi, des sortes d'objets un peu ambigus qui, à la fois, ont servi dans l'atelier et puis à un moment sont aussi présentés dans l'exposition. Et du coup, c'est un peu le même principe avec l'autre pièce, même si y a une intervention d'une nature un peu différente. Peut-être tu peux nous en parler de Sisters? Oui, donc ça, c'est des pièces que je fais depuis un moment. Enfin, j'ai commencé en tout cas en 2016 dans mon ancien atelier de Saint-Denis. Et donc ces sortes de gros coussins comme ça m'accompagnent un peu tout le temps dans les différents ateliers et dans les différentes expos que j'ai pu faire ces dernières années. Et c'est vrai qu'il y en a... En fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a un peu un visage.
Et ça, c'est ma petite sœur. C'est pour ça que j'ai appelé ça Sister. C'est une image où elle a un filtre Instagram avec un nez de chien. Et par ailleurs, elle ressemble un peu à Kim Kardashian, sur cette image, et c'était assez étrange. Et effectivement, c'était un geste un peu, cet objet en inox, c'était un objet qui était dans l'atelier. Donc il y a eu un moment, effectivement, un geste de rassembler en fait ces sortes de sculptures molles dans cette structure en fait d'inox qui devenait presque, pour moi, un peu comme des os. Enfin voilà, des fois j'aime me confronter aussi à la structure. Alors là, c'est une dimension qui est un petit peu moins présente dans ces pièces parce qu'elle est cachée à l'intérieur de ces, comment on pourrait les polochons. C'est toujours un peu bizarre, c'est un peu enfantin comme terme, mais voilà, à l'intérieur de ces structures en fait de tissu, il y a plein d'éléments que tu collectes et que tu trouves. Et ça nous amène à cette deuxième un peu thématique que j'aimerais aborder avec toi, qui est justement cette question des collectes. On peut dire qu'en effet, ton travail, c'est un travail qui est constitué beaucoup par assemblage d'éléments composites, mais avant d'assembler ces éléments, il faut évidemment les collecter. Et cette collecte, elle fait partie de ton mode de travail depuis assez longtemps, avec des modalités qui varient, entre voilà, un système presque de dons liés à un entourage qui est proche, jusqu'à des formes qui sont celles presque plus pop du shopping, dans des magasins ou en ligne. Enfin, en ligne, je sais pas d'ailleurs si tu commandes. Ouais, voilà. Alors voilà, je voulais déjà te demander comment ce principe de collecte arrive dans ton travail, et puis ensuite te demander très simplement si tu pouvais nous raconter justement comment tu collectes, quels sont les différents types de collecte et comment ça se passe en fait dans la logique de ton travail. Oui, effectivement, il y a plein de collectes différentes qui s'opèrent aussi de manière très différente. Il y a par exemple les collectes de plantes, ça a commencé, enfin moi j'en ai toujours faites. Ouais. En fait, je suis pas collectionneuse, ça c'est important. Enfin, je fétichise pas du tout les objets que je collectionne, mais peut-être je suis collectionneuse, je sais pas. En tout cas, quand j'étais plus jeune, j'avais une collection par exemple en fait, c'était des graines de lierre qui avaient été digérées par les oiseaux, puis déféquées, puis ensuite il y avait eu l'eau, et puis ça donnait des sortes de petites boules roses qui étaient avec des nuances de rose. Voilà, donc j'avais quand même des collections. Et puis ensuite, ça s'est un peu arrêté justement avec la céramique, parce que finalement, la céramique, c'était la céramique, quoi. Il y avait déjà beaucoup de potentiel, et j'avais pas encore découvert aussi, voilà, toutes les techniques de moulage. Et puis à un moment, en fait, ça s'est passé où je me suis rendu compte que quand je retournais dans les Cévennes, mes proches, donc ma famille, mes amis, m'avaient mis de côté en fait des éléments. Donc il y avait beaucoup de mues de serpents, et l'histoire du kombucha, ça a aussi commencé comme ça. Voilà, c'est quelqu'un qui m'avait gardé une souche de kombucha en me disant tiens, c'est pour ton travail. Et j'avais trouvé ça très intéressant en fait de finalement ne pas avoir tant d'autorité sur les choses qui vont rentrer dans mon travail, et de laisser faire aussi une sorte de processus de collecte qui est finalement dépassé, on va dire, soit mes propres... une sorte de circuit qui pourrait peut-être tourner en boucle. Et je me suis aperçue qu'en fait, c'était hyper dynamisant de aussi laisser faire les autres. Voilà. Et sinon, oui, je collecte beaucoup en ligne, c'est vrai, sur Internet, mais aussi quand je me déplace dans des magasins avec ce truc un peu de marchandises cheap, ça m'intéresse. C'est un peu des histoires de transformation, un peu comme dans les plantes, et de circulation, de flux, et à qui c'est adressé, que sont ces objets. Enfin, j'ai beaucoup de fascination pour ça, et aussi pour les objets. Enfin, je collecte beaucoup d'objets qui sont qui n'ont pas énormément de présence en tant que tels, mais qui ont besoin d'être en masse, ou d'être des multiples. Et donc ça va de pilules, par exemple, qui ont besoin d'être dissoutes et digérées, au pollen, aux perles.
qui font aussi souvent des liens avec la biologie ou la reproduction. Il y a quand même une typologie d'objets aussi qui sont justement, comme tu dis, liés à la reproduction, liés à la multiplication. Enfin, du coup, c'est un peu la multiplication et la reproduction, c'est un peu le même phénomène dans un versant biologique ou industriel, on pourrait dire. Exactement, ouais. Et est-ce que c'est, enfin, comment dire, est-ce que c'est intentionnel aussi ces collectes? Est-ce que tu dis par exemple un matin, tiens, aujourd'hui je vais aller dans un magasin pour retrouver des objets, ou alors c'est quelque chose qui se fait un peu en continu à côté dans ta vie quotidienne, à côté de, enfin, au moment d'autres activités? Ou alors est-ce que tu fais voilà, des descentes, je sais pas, tu te décides que tu vas passer 3 heures à trouver des matériaux, enfin, est-ce que c'est aussi volontariste que ça ou pas? Non, en fait, ça l'est pas beaucoup. Ouais. C'est surtout en général, c'est juste se rendre attentif dans des déplacements. Non, c'est jamais rarement prévisible. Ça marche pas en fait quand je cherche à aller quelque part pour acheter des choses. Ça fonctionne pas très bien. Par contre, je peux me laisser un peu absorber par des sortes de sous-cultures d'objets ou sur Internet. Par contre, il peut y avoir des fois effectivement des tunnels de plusieurs jours où je finis par trouver des choses qui m'intéressent. Alors dans le cadre de cette pièce qu'on voit, que vous voyez à l'écran, qui est donc une commande publique réalisée pour la maternité de l'hôpital universitaire de Genève, donc qui s'appelle Mauve Dose. Je me demandais justement comment tu avais procédé, puisque c'est, si je ne dis pas de bêtises, ces plantes qui ont été moulées, un petit peu comme dans la série AB qu'on a vue précédemment, il y a un mélange d'éléments liés à la fertilité et à son contraire, quoi, des pilules abortives, des formes de stérilité, etc. Mais il y a aussi des plantes de la région, enfin en tout cas des plantes locales. Est-ce que là, t'as demandé de l'aide aux gens qui ont collaboré avec toi? Enfin, comment ça s'est passé aussi, ça? Oui, c'est une bonne question. Effectivement, il y a un lien très fort entre la série AB et cette pièce donc, qui est dans une maternité à Genève. En fait, oui, c'est vrai que la légende voudrait que toutes les plantes viennent de Suisse. C'est vrai pour la plupart. Je suis allée les chercher moi-même. Ah oui. Je les ai chourées dans le jardin botanique. Ah, oh. Et voilà. Et puis j'avais aussi quelques collections aussi conservées qui venaient pas de Suisse, mais qui étaient mes collections personnelles ou qui venaient aussi du parc où je suis. Mais c'est vrai qu'il y avait tout un lien, enfin chaque plante et médicament à l'intérieur de ces carreaux que là on voit pas hyper bien, mais voilà, qui sont des moulages. Il y a 8 moulages différents. Et donc voilà, il y avait un jeu comme ça de relations entre effectivement la fécondation, la stérilité, des choses qui sont finalement presque en train de l'idée de croissance, mais en même temps pétrifiée. Et voilà, c'était un peu cette ambiguïté qui m'intéressait à cet endroit particulier qu'est l'hôpital. Et c'est un travail qui a été très beau. Enfin, c'était vraiment assez incroyable. Je l'ai fait à la Haide, qui est l'école de Haute école d'art et de design. Voilà, Ouais. de Genève. Et c'est d'anciens étudiants qui ont fait pendant 2 ans. Là, c'est une petite partie du projet, mais c'était beaucoup plus grand. Il y a des milliers de Ouais, il y avait carreaux. 4000 carreaux. Ouais, ouais. Euh, Et on retrouvait cette pièce au musée d'art moderne Ah oui, c'est vrai qu'il y en avait. cet hiver. Ouais. Il y a, on a vu tout à l'heure en fait les petites boîtes, les boîtes en plastique, enfin les caisses en plastique que tu utilises. Et je voulais te poser pour clore un peu cette question de la collecte, la question du stockage des éléments que tu collectes. Est-ce que tu as un système, donc tu as un système de stockage, j'imagine, mais est-ce que c'est classifié, organisé? Enfin, comment ça se passe? Est-ce que c'est voilà. Ouais. Ben non, c'est très très chaotique, c'est vrai. Il n'y a pas vraiment de système. C'est juste que des fois, j'ai besoin de ranger et à ce moment-là, il y a un peu des choses qui vont d'un côté ou de l'autre. Mais c'est important pour moi que justement les boîtes puissent contenir en fait. En fait, ça m'aide à réfléchir, à faire des nouvelles relations et connexions. Donc j'ai besoin que tout se superpose. Et oui, effectivement, ça peut faire des liens aussi un peu
avec la permaculture, mais en même temps, tout est très très bien rangé parce que c'est dans des boîtes. Donc, Mais dans les boîtes, tu mélanges des choses, par exemple, tu peux mettre des perles et, je sais pas, des gélules et des noyaux de cerise. Et, Ah oui, tout à fait, ouais. T'as pas une boîte pour les perles, une boîte pour les noyaux de cerise. Ça dépend. Il y a des fois, ça arrive peut-être une fois dans l'année où je décide de faire ça. J'ai acheté un meuble très professionnel avec des casiers en métal et en fait, dedans, il y a juste des bouts de trucs. Mais oui, c'est un peu une sorte de chaos organisé. Ouais. Ok. Alors, je voulais maintenant qu'on discute peut-être... Ah oui, bah si, ça, je voulais quand même qu'on regarde ça parce que c'est vrai que c'est un des éléments qui me... Enfin, j'adore en fait les listes de matériaux de tes pièces qui sont, je te l'ai déjà dit plein de fois, mais un peu comme des petits poèmes conceptuels, je trouve. Et voilà, juste prendre le temps de se plonger dans ces listes est assez formidable. J'en ai pris des très courtes et des très longues, mais c'est vrai qu'une œuvre puisse contenir à la fois un bracelet de laiton, du pavot, un collier de chez Claire's. Enfin, il y a un truc assez formidable dans cette rencontre entre des éléments complètement éloignés, du sang de bœuf et de la mue de cigale, voilà. Donc, je pense que c'est cauchemardesque pour les graphistes qui mettent en page des livres avec des images et des légendes qui sont plus grandes que les images, mais par contre, c'est un délice de se plonger à l'intérieur, je trouve. Alors, hop. Peut-être... voilà, je voulais qu'on discute aussi de cette question de la dimension collective dans ton travail. Puisqu'évidemment, pour moi, évidemment, l'assemblage, c'est aussi toujours presque une métaphore d'une communauté. Enfin, on pourrait aussi lire ton travail comme ça, sans toujours te ramener à cette dimension-là, parce que c'est évidemment... ton travail s'est quand même largement émancipé des questions biographiques depuis ce temps, mais... Cette logique d'interdépendance entre des éléments différents. Alors c'est Alain Berland qui avait écrit qu'il y avait une dimension de réconciliation dans ton travail. Et en fait, je vois ce qu'il veut dire, mais pour moi, il y a quelque chose de beaucoup plus tendu, c'est-à-dire que je trouve pas que les éléments ils sont réconciliés. Ils sont au même endroit, ils sont ensemble, mais je trouve pas que que leur relation soit forcément très pacifique. Et c'est ça que je trouve intéressant. C'est justement ces contradictions, c'est très dynamique en fait, les relations qui s'établissent entre ces éléments. Voilà, donc cette idée de l'œuvre comme métaphore ou allégorie plutôt de la communauté, je la trouve intéressante. Et je voulais juste dire ça pour amener cette question de la dimension collective dans ton travail. Peut-être en commençant par un film dont on peut regarder un petit extrait. Alors évidemment, il dure 2 heures et on va regarder 1 minute, donc c'est peut-être un peu dommage, mais c'est The People, donc qui est un film que tu termines en 2016, mais que tu commences beaucoup plus tôt. Ouais. De toute façon... C'est vraiment les premières secondes, hein, c'est le tout début. Ça nous donne déjà une idée, on comprend qu'il y a une superposition, des images d'archives assez personnelles. Il y a un rapport très sensuel à l'image aussi, avec le son qui s'ajoute à tout ça. Oui, en fait, ce qui s'est passé pour ce film, et c'est vrai qu'il est très important pour moi. Il est d'ailleurs visible pendant 2 heures à la Fondation des artistes, donc au-dessus de là où j'habite, et il est bien présenté, avec une projection et du son et des coussins dans lesquels on peut s'allonger et regarder défiler. Donc pour moi, j'imaginais un peu ce film comme une sorte de flux, une sorte de rivière. J'avais un peu cette idée d'avoir, je sais pas, la tête dans une cascade. C'était un peu la manière dont j'ai travaillé aussi avec mon ami Raphaël Hénard pour faire la musique. Mais ouais, pour revenir un peu à la genèse de ce projet, en fait, j'ai filmé pendant 10 ans donc l'endroit d'où je viens, et j'ai fait ça vraiment au début dans mon cours de vidéo quand je suis arrivée à Paris. Et je crois que j'avais un peu cette idée de finalement il y avait un peu une question qui disait qu'est-ce que c'est d'avoir qu'est-ce que c'est en fait
d'avoir vécu en fait cette expérience collective qui était celle donc de mes parents. En étant en fait enfant dans les années 90 avec la pop et avec cette relation comme ça très ambiguë aussi avec le monde à l'intérieur de cet endroit que je disais que c'était pas tout à fait une communauté dans le sens où les règles, c'était très anarchique, il n'y avait pas spécialement de règles et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai laissé un peu reposer toute cette matière. Je savais pas vraiment quoi en faire, je savais que c'était important, je crois qu'en fait j'essayais à ce moment-là de chercher mon travail et quand j'ai commencé en fait certains gestes plastique dans mon travail de sculpture et de peinture. J'ai commencé aussi à comprendre justement, je pense que c'est important parce que c'est le moment où j'ai décidé qu'en fait je ne voulais pas avoir ce point de vue anthropologique et avoir une certaine autorité aussi sur le sujet et sur le travail, et c'était très important de dire en fait je ne sais pas. Donc voilà, et du coup j'ai toute cette matière qui en plus entre-temps avait vieilli, et ça c'était assez beau, c'est-à-dire que c'était de la DV à l'époque où moi j'étais étudiante, et puis au moment en 2016 la technologie avait déjà voilà, quelque chose d'un peu obsolète, et donc j'ai laissé courir, j'ai fait une sorte de tressage avec plusieurs bandes vidéo, et j'ai appuyé sur play. Et finalement, c'est ce que je trouve d'intéressant aussi dans le film, c'est que il y a vraiment un rapport aussi à l'expérience, mais aussi à la transformation. C'est-à-dire qu'en fait, je filme beaucoup l'eau, je filme beaucoup certaines technologies comme les machines pour faire du son, la télé, les jeux vidéo. Et en même temps, il y a toutes ces fleurs et des animaux, et il y a une espèce de relation comme ça, un peu de circulation entre toutes ces choses. Oui, et puis dans le film, je trouve qu'on voit bien un peu la double dimension de la communauté, avec cette communauté d'images qui sont assemblées. Tu vois, il y a plein de techniques d'assemblage de ces images. Il y a bien sûr le montage, mais il y a aussi la superposition. Enfin voilà, il y a plein de manières de les faire exister ensemble. Et en même temps, on voit toutes ces personnes qui existent ensemble. Donc je trouve que c'est assez fluide aussi comment ça passe de questions formelles à des questions plus biographiques ou plus relationnelles. Enfin, je trouve c'est un très beau film. Mais que malheureusement, moi, j'ai pas encore vu dans une vraie salle. C'est vraiment. Je pense qu'il y a une expérience visuelle. Ouais, parce que aussi il y avait quelque chose aussi il y a quelque chose d'assez immersif aussi avec le son que là on n'a pas beaucoup entendu, et avec l'image, et en tout cas il est rarement montré dans d'aussi bonnes conditions qu'en ce moment. Voilà. Bon, allez-y alors. Peut-être on peut enchaîner sur cette question du travail collectif avec Turpentine, qui est un peu un gros morceau justement. Est-ce que tu peux nous en parler, donc ce fanzine que tu fondes avec Jean-Luc Blanc et Jonathan Martin? Alors je vais encore me tromper de date, donc je vais te laisser donner la date. Mais... je crois que c'était en 2011, quelque chose comme ça. Oui, on faisait une expo à Los Angeles. Et Jean-Luc et Jonathan, on n'avait pas de permis ni de voiture, donc on s'est retrouvés à beaucoup traîner ensemble, parce qu'à Los Angeles, c'est pas facile de ne pas avoir de voiture. Et du coup, on s'est mis à récolter des images, à créer. On savait pas exactement où on allait, mais on récupérait des images comme ça, un peu par terre, des objets. Et puis Jean-Luc dessine beaucoup à base de térébenthine. Donc dans le lieu d'expo, c'était très imbibé comme ça de térébenthine. Et puis on traînait tout le temps ensemble, et on a trouvé un endroit qui était ouvert toute la nuit, qui était un copy shop, quoi, ouvert toute la nuit. Et c'est comme ça que ça a débuté, le premier numéro. On l'a lancé là-bas à Los Angeles, et on vivait un peu comme ça c'est une expérience intéressante, Los Angeles à pied. Voilà. Et puis ensuite on a continué en invitant à chaque fois
des amis artistes ou des personnes qu'on aime et qui sont un peu plus loin. C'est vrai qu'en général, on aime le faire ensemble. Il y a une sorte effectivement de légèreté aussi de ce jeu en fait de pas forcément être totalement dans sa pratique. Par exemple, moi, je fais beaucoup de dessins dans Turpentine, alors que c'est pas quelque chose qui est sinon très présent dans mes expositions. Donc, c'est à chaque fois, je dirais, une manière un peu de se mélanger. On travaille chez Jean-Luc et en fait, il y a pas rien n'est vraiment signé. Enfin, à la fin, on met le nom de tout le monde, mais sinon, on redessine les dessins des autres. Et puis, voilà, c'est une sorte de collage et de moments comme ça, un peu où chaque pratique se contamine, mais dans une sorte de légèreté. Oui, c'est vrai qu'on ne sait jamais qui a fait quoi, c'est assez drôle parce qu'on peut essayer de jouer aux devinettes, mais aussi, l'enjeu c'est pas tellement de deviner qui a fait quoi, c'est plutôt de voir comment les choses se rencontrent, se croisent, et voilà, il y a des... Oui, et s'imbibent aussi les unes aux autres. Ouais. Ah, je crois que j'ai encore quelques images. Ouais, donc il y a des images trouvées, en effet, des dessins. Je crois que c'est pas la dernière. Et voilà, évidemment, je voulais que tu nous parles de cette importance de la question de l'amitié dans ton travail, parce que donc ça, c'est une expo de 2013. 16. Oh là là, décidément. 2016, non, en 2016 c'était High Death. Ça peut pas être 2016. Ah ouais, donc 2017. Ouais. Bon, alors, mystère. Moi je pensais que c'était plus tôt. En tout cas, voilà, cette exposition Friends. Voilà, en fait, c'est vrai qu'on peut parler il y a la question du travail collectif, il y a aussi la question de la collaboration. C'est pas tout à fait la même chose d'être dans une logique collective et dans une logique collaborative. Récemment, tu as justement un peu ouvert ton travail à une logique plus collaborative, je dirais, avec cette grosse production de ce jeu vidéo Sporal pour le Palais de Tokyo, pour l'expo du Palais de Tokyo. Est-ce que tu peux nous parler justement de de la production de cette pièce que justement tu as faite avec des gens qui sont proches de toi, qui sont des amis proches en fait, ou des proches tout court. Tu parles de l'exposition en général ou de la pièce, de la vidéo pièce, ouais, de la vidéo. Oui, en fait, pour le Palais de Tokyo, c'est un peu une sorte d'épopée où on va dire le point de départ, c'était mes recherches sur les myxomycètes au Japon, donc cet organisme monocellulaire qui est capable de mémoriser et transmettre. Et apprendre et transmettre. Bon, ça voilà, j'ai rencontré pas mal de musiciens au Japon. En fait, pour moi, j'avais envie au-delà du fait, encore une fois, de dire je sais. Voilà, j'ai rencontré beaucoup de scientifiques et j'ai beaucoup recherché sur cet organisme. Mais je voulais faire un projet qui serait aussi un peu comme une sorte de pop song ou de chanson d'amour comme ça sur qu'est-ce que ce serait une seule cellule qui désire, par exemple. Et donc voilà, ça a été une longue aventure poétique. Et puis il y avait j'ai toujours eu envie de faire un jeu vidéo et je suis très amie avec une développeuse qui s'appelle donc Andrea Sardin. Et au moment où le Palais Tokyo m'a proposé cette invitation, je me suis dit que c'était le bon moment pour faire un jeu vidéo. Et à partir de là, il y a eu effectivement donc, cette collaboration avec Andrea, mais aussi avec Aidan Madden, mais aussi avec Yvon Etienne. Aidan aussi pour les textes et la musique. Charlotte Collin. Enfin, en fait, c'est vrai, beaucoup d'amis jusqu'à récemment Antoine Trapp qui a aussi repris tous les éléments en 3D. Enfin, j'en oublie peut-être, mais c'était effectivement la première fois qu'il y avait peut-être autant de production, parce qu'on a été aidé par le CNC, la FNAGP, la Galerie Chantal Crousel et le Palais Tokyo. Et en même temps, c'est vrai que ça a continué d'être assez organique entre nous. Et voilà. Le fait de travailler avec ses amis, ça garantit en fait que tu sois dans une logique de travail organique et pas que tu décides de manière verticale ce que des gens ensuite vont réaliser. C'est vrai que c'est intéressant parce que même pour une grosse prod comme ça, t'arrives
à maintenir, enfin, cette méthodologie de travail en fait qu'on retrouve dans tes pièces que tu peux faire quand tu es toute seule à l'atelier, quoi. Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et peut-être une dernière question sur cette dimension collaborative. Je voulais en fait te demander, parce que la Turpentine ça s'est arrêté, maintenant tu as fait cette grande collaboration, mais il y a aussi cette question de l'enseignement, puisque depuis une année, c'est ta première année d'enseignante aux Beaux-Arts de Paris, et je me demandais voilà, quel était le type de relation qui se construisent voilà, avec les étudiants, les étudiantes. Est-ce que c'est justement de l'ordre de la collaboration, du collectif? Comment est-ce que tu envisages en fait cette pratique de l'enseignement dans ton travail ou à côté de ton travail Ouais, je sais ouais. Bah, c'est vrai que c'est un peu tôt pour en parler parce que c'est ma première année. Mais effectivement, j'apprends encore et j'espère que, bah voilà, que c'est enfin, j'apprends beaucoup en fait de mes étudiantes, étudiants, et c'était un peu mon rêve d'essayer d'aller contre l'idée d'une hiérarchie ou d'avoir en fait cette forme d'autorité, mais ce serait plutôt effectivement un espace collectif et de discussion où on apprend les uns des autres. Voilà, mais il y a plein d'ajustements et j'apprends ouais, en même temps. Oui, c'est vrai qu'enseigner sans savoir ou en refusant l'autorité, c'est forcément un peu plus compliqué, mais c'est plus intéressant aussi. Voilà, donc peut-être dans 2 ans, on se retrouve et tu nous expliques Ouais. comment ça se passe. Alors, j'aimerais qu'on aborde une question qui est celle des discours qui sont tenus régulièrement sur son travail. Alors, pas pour les déconstruire forcément, mais c'est vrai que pour préparer l'entretien, j'ai relu en fait pas mal d'articles de presse, de communiqués de presse, d'entretiens aussi, et même des articles dans la presse généraliste, je sais pas, Marie-Claire, je sais plus, enfin voilà, j'ai lu des trucs voilà, un peu du journal le plus, on va dire, spécialisé au plus généraliste. Et c'est vrai que ton œuvre est souvent mise sous un certain nombre d'étiquettes, qui le normalisent un petit peu. Alors évidemment, voilà, comme la sorcière, l'écoféminisme, l'alchimie, l'écologie, qui sont des éléments que j'ai d'ailleurs moi-même utilisés pour décrire ton travail à certaines occasions, donc je m'inclus dans la critique. Ou bien c'est vrai qu'on peut se perdre un peu dans des histoires sur des matériaux. Voilà, tout à l'heure, tu souriais un petit peu en parlant des mixomycètes, parce que je pense que ce discours sur les mixomycètes, tu as dû le répéter un certain nombre de fois en fait jusqu'à maintenant. Et ça, tu m'as dit récemment que tu ne te considérais pas comme une écoféministe, et j'aimerais voilà, justement que tu précises ce que tu voulais dire par là. Pourquoi en fait refuser cette étiquette, par-delà la question du fait que ça normalise ton travail, évidemment, en l'enfermant dans une case, quoi. Bah, je pense que c'est justement ça, précisément. Ouais, c'est-à-dire que, premièrement, je pense que j'ai vraiment toujours ce désir que le travail dépasse ou même détruise le langage. Je suis assez effectivement méfiante euh, sur les étiquettes ou les catégories pour les raisons que tu cites. Et vis-à-vis de l'écoféminisme, c'est vrai que c'est en fait, je dirais que c'est par respect en fait pour les personnes qui sont réellement engagées dans des luttes écoféministes et qui le font avec beaucoup de radicalité et qui peuvent être en tout cas invisibilisées. Alors moi, je suis visible, mais je veux dire, je travaille dans mon atelier, j'ai des questions très formelles, des problèmes esthétiques, conceptuels, et je suis tout le temps en train de produire. Et effectivement, je pense que ce serait un peu opportuniste de me qualifier comme telle. Alors dans ces cas-là, revenons-en à l'art, à son histoire, à ses formes. Et j'ai plein de questions à ce sujet, mais la première, ce serait vraiment de te poser la question. Alors, je trouve qu'il n'y a pas plus pop que le smiley. Pour moi, c'est le symbole pop par excellence. Et je voulais te demander quel était ton rapport à la pop, parce que voilà, justement, avec toujours cette légende un peu qui entoure ton enfance sur ce village et tout ça, et ta vie au milieu dans un milieu plutôt naturel, je me demandais voilà comment
comment tu accèdes en fait quand est-ce que tu découvres en fait la culture pop, alors sans dire que tu as vécu justement dans une zone complètement isolée parce que tu avais la télévision comme tout le monde, enfin voilà, je pense que voilà, tu l'as découverte aussi en tant qu'enfant, mais il y a aussi peut-être la question de la révélation de la culture pop dans ton travail, de te dire que voilà, d'un coup c'est un truc qui est important, qu'est-ce que ça te fait, et parce que c'est vrai qu'il y a des objets pop, il y a de la musique pop dans ton travail, enfin c'est une dimension qui est très forte, et je trouve qu'il y a même un rapport au cinéma comme art pop avec ses... Enfin, en fait, en revoyant des images, je me disais, tous ces grandes formes d'écran très frontaux, c'est aussi pour moi une manière presque de parler de l'expérience du cinéma dans le travail, quoi. Et d'une expérience très populaire, en fait, d'aller au cinéma, quoi. Enfin, donc, voilà, c'est vraiment une question un peu large, mais je pense que j'aimerais bien savoir comment ça surgit dans ton travail. Oui, oui, oui. C'est vrai que c'est assez large et je pourrais l'aborder de plein de manières différentes. C'est intéressant ce que tu dis sur les écrans. Ce truc assez frontal, c'est vrai, et je cherche des fois une sorte d'émotion pop, dans ce cas-là, de plus comme ça intense. Mais c'est peut-être lié aussi à, ouais, la première fois où j'ai écouté les Spice Girls dans les Cévennes, quoi, et j'ai vu qu'il se passait quelque chose Voilà, c'est ça que je voulais entendre. La première fois que tu as et écouté les puis il y a Spice Girls. aussi un peu cette idée de, ouais, je crois qu'il y avait aussi un peu une idée de déjouer ou de déconstruire cette idée de pureté, d'impureté, voilà, de high culture, low culture. C'est des choses qui m'ont toujours, intéressée et finalement, qui sont dans le travail depuis longtemps. Ouais, Ouais. depuis longtemps, ouais. Mais je te posais la question vraiment en tant que personne, quoi, plus qu'en tant qu'artiste, quoi. Ouais, Comment, voilà. On peut avoir des souvenirs très forts des premières expériences pop, en fait. Ouais. Non, c'est presque effectivement des sensations, voilà, quoi, très, très, très émotionnelles, comme tu dis, puis très plastiques, quoi. Enfin, la brillance, des fois, d'un objet produit, alors qu'on est dans un monde un peu comme ça, assez terreux. Enfin, les Cévennes, c'est très spécial, ouais. Et du coup, Donc, c'est vrai il y que avait l'insertion d'objets de marchandises dans ton travail, elle joue vraiment ce rôle. Enfin, je trouve qu'elle produit ces petites émotions pop quand on s'approche. Enfin, il y a vraiment des moments comme ça qui sont liés aussi à l'échelle du travail et au rapprochement, enfin, à différents types de distances qu'on peut avoir en s'approchant de plus en plus, en s'éloignant, et d'un coup, on aperçoit un petit objet. Enfin, c'est vrai que je pense que c'est une référence importante pour toi, mais la série des Memory Wars de Mike Kelley, qui est ces tableaux un peu pièges dans lesquels sont pris tous ces petits bidules capitalistes en plastique de toutes les couleurs, qui est une série que je trouve absolument bouleversante. Et je trouve qu'il y a un peu ce même rapport là où voilà, on a pas, évidemment pas pour toutes les pièces, mais cette vision de loin qui est très picturale, et ensuite dans le détail ces petits surgissements pop qui sont, moi je trouve très émotionnellement forts en fait. Et voilà. Alors, puisqu'on parle des Californiens, je voulais aussi te poser la question de ton rapport à, évidemment, aux assemblagistes californiens, et puis à toute cette scène de la contre-culture des années 60, à Poltech aussi. Et voilà, on a souvent souligné, enfin les commentateurs ont souvent souligné l'omniprésence de la couleur rose dans ton travail, qui est très ambivalente. Et en préparant cet entretien, je suis retombée sur... j'ai relu des passages du texte que Michael a écrit sur Poltech, qui est super, super beau, qui s'appelle Mort et Transfiguration, dans lequel il dit voilà, le rose est la couleur des hippies, c'est la couleur des travelots, la couleur de la débauche, la couleur anti-sculpture en poutre métallique, la couleur du Newman, la couleur hermaphrodite. Et ensuite, il parle de joliesse perverse à propos de son travail, et puis il parle de la célébration de l'art du détritus par les artistes des années 60 qui l'intéressent, donc Keynote, Tech, Lucas Samara, etc. Et voilà. Donc, est-ce que toi, c'est des choses, j'imagine, oui, tu les as beaucoup regardées, mais finalement, t'en parles assez peu, j'ai l'impression. Voilà, je t'ai pas souvent entendu en parler. Non, c'est vrai que le texte dont tu parles m'a beaucoup marqué. Et d'ailleurs, je crois il en parle pour la pièce qui s'appelle, ou que lui-même a baptisé Mort d'un hippie, Ouais. qui est ce gisant, en fait, qui est un moulage de Poltech. Et oui, je crois que je peux rien dire de plus
de plus beau et de plus juste C'est vrai ce que qu'a c'est dit difficile. Michael. Voilà. Mais donc, Mais oui, c'est ouais. des choses qui me... Et le travail de Tetsumi Kudo, c'est quelque chose que tu as regardé aussi, parce que c'est vrai que voilà, dans cette espèce d'approche ultra technologiste de l'écologie aussi. C'est un travail que j'aime beaucoup, mais que j'ai découvert plus tard. D'accord. Ouais. Alors, dernière question un peu sur des grandes problématiques artistiques, mais pour la série AB, enfin voilà, il y a une partie très abstraite dans ton travail, donc la série AB évidemment, mais il y en a d'autres dans ces assemblages qui, à distance, bon, de près, peuvent faire penser plutôt à des choses à la Rauschenberg, avec un assemblage justement d'éléments édités, mais de plus loin produisent une impression d'abstraction, je trouve. Et est-ce que voilà, la question de l'abstraction moderne et moderniste, c'est quelque chose que tu as regardé de près, ou alors c'est vraiment parce que voilà, je fais des connexions complètement déplacées. Mais c'est vrai que par exemple, quand tu dis Dabé, c'est un poème avec des systèmes de relations très spécifiques. Moi, j'ai l'impression d'entendre, ou de lire Mondrian, ou cette manière d'envisager l'œuvre comme un système de jeu formel, clos, autonome et tout ça. Enfin voilà, est-ce que c'est une tradition qui Ouais. t'a marqué? Tu peux juste dire non, et je pose une autre Non, question. non, je dis pas non, je trouve ça intéressant en fait comme approche du travail. C'est vrai que j'y ai pas réfléchi comme ça, mais je repense à un échange en fait entre Mondrian et Malevich, qui par contre m'a marqué quand j'étais étudiante, où je crois qu'ils s'engueulent parce que, alors je sais plus si c'est Mondrian ou Malevich, mais l'un des deux a utilisé une diagonale. Voilà, et c'est vrai que je n'utilise absolument jamais de diagonale. Peut-être que voilà, c'est une piste. Donc t'es plus Mondrian que Malevich. Je crois que c'est Malevich, il y a pas mal de diagonales. Ok. Mais sinon, oui, l'idée de, enfin, en tout cas, l'abstraction et l'image. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu un rapport très perceptif. C'est vrai que je cherche le point un peu de bascule entre la perte de l'image et sa révélation. Et en ce sens-là, oui, je pense que ta question est pertinente. Alors, peut-être pour terminer, hein, moi j'aimerais revenir sur une dimension, enfin j'appelle ça le tournant cyborg. Alors, je me moque des étiquettes et puis finalement je t'en colle une immédiatement derrière, donc c'est peut-être pas le plus habile à faire. Mais j'ai l'impression, tu me diras si je me trompe, que ton travail s'intéresse de plus en plus à ces questions de corps augmenté, d'environnement technologique, aussi de cyberféminisme. Alors peut-être il y a quelques pièces qui sont représentatives de ça. Il y a ces petites nymphes dont tu peux peut-être nous dire 3 mots, mais voilà, il y a toujours eu dans ton travail cette idée d'entrer en relation avec la matière, avec le monde en général, via la matière, via les matériaux que tu en tires. Pendant longtemps, il y a eu les plantes, mais il y avait plein d'autres éléments aussi. Mais j'ai le sentiment que tu t'intéresses de plus en plus à des modes de connexion et d'échange qui seraient justement qui passeraient par des technologies électriques, computationnelles, enfin voilà, par cette idée d'une augmentation technologique. Il y a même l'idée de la sexualité augmentée dans ton travail d'une certaine manière. Et c'est vrai que tu parles souvent du jus ou des jus dans ton boulot, et finalement le jus c'est aussi l'électricité. Pour moi, il y a vraiment, enfin voilà, c'est les deux éléments, le courant électrique. Alors je fais cette comparaison un peu bizarre, mais voilà, le moment où Bob Dylan scandalise tout le monde en se mettant à la guitare électrique. Est-ce que toi, t'es un peu dans cette même, dans ce même moment de ta pratique où tu passes du folk à la guitare électrique, ou alors est-ce que c'est juste, encore une fois, ma cécité, et c'était toujours présent, mais quand même, j'ai l'impression que ça s'accentue beaucoup en ce moment, et voilà, je voulais savoir si je me trompe, en fait, ou si c'est... Je pense que ça a toujours été présent, mais je crois qu'effectivement, ça se précise. Oui, c'est vrai que la figure du cyborg m'intéresse par plein d'aspects. Je crois que c'est, on va dire, avant tout pour moi, une manière de repenser la représentation du corps et aussi de déconstruire l'idée en fait d'un corps biologique pur. À cet endroit-là, c'est je pense une question hyper intéressante et qui continue, oui, d'évoluer dans mon travail. Pour parler de ces pièces-là en particulier,
C'est des pièces finalement, pour le coup, qui datent de 2016, je crois. Ah oui, ça y est, c'est marqué. Ouais. Qui sont des coques d'emballage de sextoy, de vibromasseur, et dans lequel j'ai mis de la cire dépilatoire et des papillons. Et puis des bouts, des billes. Enfin voilà, il y avait plusieurs éléments. Et c'est vrai que ça m'intéressait le fait que ce soit une coque. J'ai appelé nymphe parce que c'est le stade comme ça de l'insecte en fait, entre la larve et quoi? Imago. Yes. Voilà. Voilà, on a terminé. Non, mais alors moi, je suis assez obsédée par les questions spatiales, donc j'y vois aussi des espèces de petites combinaisons pour astronautes, avec l'idée du casque et de la petite visière. Mais alors des astronautes impurs aussi, évidemment, pas du tout glorifiés comme dans l'art américain des années 60. Alors, puisque tu viens de réaliser un jeu vidéo, c'est quand même tout un nouveau type d'écriture, même si voilà, pour ce jeu, tu as collaboré avec pas mal de gens. Mais je me demandais s'il y avait d'autres formes d'écriture technologiquement augmentées qui étaient susceptibles de t'intéresser. Par exemple, je sais pas, tout d'un coup de travailler en 3D, de faire de la réalité virtuelle, c'est des choses auxquelles tu as pensé ou alors c'est pas du tout. Parce que c'est quand même un rapport très différent à la production pour toi, qui est quand même voilà, dans l'atelier à manipuler des matériaux. En fait, c'est vrai que le jeu vidéo, c'était... comment répondre à cette question? La réalité augmentée, non, par exemple. Je sais pas, j'aime pas l'idée d'avoir des lunettes comme ça. Mais et pour moi, le jeu vidéo, c'était aussi important que, d'une certaine manière, il soit pas présenté dans l'exposition, mais que ce soit qu'il reste aussi dans sa forme. C'est-à-dire qu'on puisse y jouer comme ça, que ce soit une expérience domestique. Et c'est vrai que c'était important pour moi aussi. Le jeu vidéo, c'était aussi d'une certaine manière la culture des jeux vidéo. Enfin, c'était aussi mettre cette chose-là à l'intérieur. Un objet pop aussi. En Ouais, fait, ouais. exactement. Un format pop plutôt. Exactement. Donc je vois pas spécialement la 3D comme une finalité. Ça fait juste partie d'un langage en fait qui vient contaminer le travail et j'espère que ça continuera différemment avec plein de manières différentes. Mais ouais. Mais d'ailleurs, je trouvais ça très intéressant qu'on puisse pas jouer au jeu dans l'exposition parce que je fais un peu un parallèle avec ce que tu dis de en fait respecter les gens qui ont une pratique d'écoféminisme. En fait, évidemment, personne n'a envie de jouer à un jeu vidéo dans un espace d'exposition. Bon, pour jouer à un jeu vidéo, on a envie d'être chez soi, sur son canapé, sur un fauteuil, dans son lit, j'en sais rien. Mais en tout cas, quand on connaît cette pratique-là, on sait qu'on va pas s'amuser à faire ça voilà, dans un espace d'expo. C'est complètement artificiel. Et donc, Oui, ça, ça fait vraiment sens du coup d'en faire d'en exporter voilà, plutôt une vidéo. C'était un peu respecter cette expérience et cette culture. Et ne pas s'approprier. Ouais. Alors peut-être une toute dernière question. Puisque tu parlais de cette question des corps, enfin du cyborg un peu comme pas un modèle du corps impur, il y a un peu un autre modèle moi qui m'intéresse, c'est le modèle, encore une fois, avec mes obsessions pour l'espace, qui était la question de la figure de l'alien ou bien l'exobiologie, donc la question de la biologie extraterrestre. Je me demandais si ça t'intéressait, parce qu'en fait, moi, en parcourant ton travail, ça m'a fait penser à plein de choses de cet ordre-là, aussi parce que j'y travaille, mais alors là, c'est une page de Turpentine où on voit une petite sphère close sur elle-même qui me fait penser à pas mal d'expériences. Alors voilà, comme Biosphère 2 en Arizona, qui est ce centre de recherche qui a été construit pour tester sur Terre un écosystème qui serait exportable dans l'espace et qui a été... Donc là, on voit des images de la première mission en 91, qui a duré 2 ans quand même, en système clos. Puis à côté, un film que j'adore, qui est un film... pas écoféministe, mais écologique. Un des premiers films écologistes de Douglas Trumbull qui s'appelle Silent Running, dans lequel en fait les humains envoient au large de Jupiter une espèce d'arche de Noé pour sauver un certain nombre d'espèces de végétales et animales qui ont été issues d'une terre qui est en pleine crise, en fait, en pleine crise écologique. Et c'est vrai que dans un cas comme dans l'autre, on retrouve cette marque de Buckminster Fuller, ce dôme géodésique qui est aussi une forme très pop, hein, bien sûr, mais de la science-fiction. Et puis cette œuvre aussi, évidemment,
qui a l'air extrêmement obscène, mais en fait, qui l'est pas. C'est des objets de massage. C'est assez drôle parce après les nymphes, on s'imagine toujours que c'est dans la continuité, que c'est des sextoys, mais en fait, c'est pas du tout des sextoys. Mais voilà, pour moi, c'est aussi des espèces de créatures aliens, enfin complètement. Puis voilà, les Mixomycètes, c'est pareil, elles sont parties dans l'espace. Thomas Pesquet a beaucoup communiqué sur voilà, les 4 spécimens de blob qu'il avait emmenés dans l'ISS. Donc, est-ce que l'Alien, enfin, je sais que c'est un film que t'aimes en plus, mais voilà, est-ce que c'est une, c'est une piste ou pas du tout, enfin. Non, c'est une piste intéressante. Je n'y avais pas. Mais qui est pas explicite, quoi, hein, pour toi. Qui est pas explicite, et c'est vrai que d'une certaine manière, sans aller spécialement dans l'espace, il me semble que le monde est déjà assez alien. Mais ouais. Enfin, j'essaie de le regarder aussi un peu comme ça. Mais oui, c'est étonnant les images que tu montres de ces films dans l'espace. Ça a l'air super. Oui, c'est très beau. Alors peut-être qu'on va s'arrêter là. On a peut-être pour terminer un très court film. Enfin oui, un très court film que tu considères comme un portrait de toi, qui date de 2020 et qui est réalisé. Alors j'ai l'impression que c'est un peu le même type de production que The People, d'une certaine manière. Peut-être tu peux nous en dire 2 mots, mais avant qu'on le regarde. Oui, c'était ouais, c'est une sorte de presque de vidéo comme ça, de téléphone, mais qui avait été une commande, et l'idée c'était d'un portrait. Enfin, c'est une pièce un peu hybride, qui est pas vraiment une pièce, mais elle retrace un peu les processus dont on a parlé. Peut-être ça peut être intéressant de la regarder. You guys just go in I'm your freestyle dance teacher. Voilà, je vous remercie. Merci. Et si vous avez des questions, peut-être avant de... Enfin, peut-être vous avez des questions, ou alors on les... Enfin... Non, oui, on peut laisser quand même le public poser des questions. On peut aussi discuter Ah. Oui, bonsoir. Alors, je suis arrivée un petit peu en retard, mais j'avais une question par rapport aux matériaux en fait utilisés dans les œuvres. Est-ce qu'il y a des matériaux naturels d'origine végétale ou pas, ou minérale? Est-ce que vous en avez parlé? Peut-être quand j'étais pas là. Voilà, je suis assez curieuse de ça en fait, vu les couleurs assez vives qu'il y a dans vos œuvres. Oui, c'est vrai qu'on en a pas mal parlé. Mais oui, en fait, il y a effectivement des matériaux qui sont synthétiques, et d'autres qui proviennent de collectes de plantes, entre autres. Le mur en grès émaillé que vous avez fait à l'hôpital de Genève, j'ai pas compris la technique. Vous avez dit que vous avez mis des éléments végétaux sur le mur, donc ils ont été émaillés, cuits au four, comment?
En fait, c'est du moulage, c'est-à-dire que j'ai fait des compositions dans des plaques de terre. Ensuite, j'ai coulé en plâtre. Ensuite, j'ai enlevé la terre. Ensuite, ça a été des moules en silicone. Enfin voilà, c'est un processus de. Mais après le passage au four, vous faites comment? Bah, ensuite, au moment où on avait les moules en silicone, on pressait la terre à l'intérieur. Et C'est collé sur le grès? pardon? C'est collé sur le grès émaillé. Non, les végétaux, ce sont des moulages, c'est-à-dire ils ont été un moment pris dans la terre, puis enlevés. Oui, ça j'ai compris. Ouais. Mais après, vous les fixez comment sur les plaques de grès émaillé? C'est collé, c'est ça la technique que je voudrais savoir. C'est vraiment du grès émaillé, hein. Les végétaux sont partis depuis la première étape. Ensuite, il s'agit de moulage dans des moules en silicone. Ah oui, Finalement, le moulage est en grès émaillé, c'est ouais, ça? c'est ça. Ah, d'accord. Et donc c'est passé au four. Et ça, d'accord, ok. Ah oui, c'est intéressant. Merci. Merci. Oui, j'ai une autre petite question. En fait, je voulais savoir si vous avez été nourri un petit peu du cinéma expérimental ou pas du tout. Enfin, par exemple, je pense à quelqu'un comme Stan Brakhage qui a utilisé beaucoup d'éléments naturels dans ses films voilà, ou je sais pas, Jonas Mekas. Enfin, je pense à cette idée de déambulation, de flânerie, voilà, qui sont présents dans ces films. Oui, c'est des références importantes pour moi, Mekas, Brakhage ou Jack Smith, mais c'est vrai que je les ai découverts plus tard. Voilà, quand j'ai commencé à m'intéresser au cinéma expérimental, et j'étais plutôt adolescente. Mais c'est vrai que je crois que ma vie d'avant l'adolescence était un peu un film expérimental en soi. Donc voilà, je me sens assez effectivement connectée à ces pratiques. Merci. Merci.